Mon invitée d'aujourd'hui est une slasheuse. Cumulant deux activités, Charmaine a décidé de développer en parallèle de son job principal une activité dont le domaine intéresse et à la fois intrigue beaucoup de personnes. C'est le domaine de l'ésotérisme. Le terme d'ésotérisme désigne une connaissance réservée à quelques initiés et concerne la spiritualité, voire les sciences occultes, à savoir l'alchimie, l'astrologie, etc. Je conçois que certains peuvent se montrer sceptiques à entendre ces termes, alors que d'autres porteront une oreille très attentive. Pourtant, comme le dit Charmaine, l'ésotérisme a toujours fait partie de l'histoire de l'homme. D'ailleurs, Descartes en était même son principal adversaire et disait que le bon sens, la raison, est la chose du monde la mieux partagée. Si vous êtes abonné à mes contenus, c'est que vous êtes une personne ouverte d'esprit. Slasher nécessite une ouverture d'esprit, notamment à d'autres modes de vie. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette interview. Je suis Jordan et vous écoutez ou regardez « Et toi tu fais quoi dans la vie ?» le podcast des slashers multipotentiels et profils atypiques. Avant de commencer, si le sujet de vous créer une vie ou une activité qui vous ressemble fait partie de vos priorités, pensez à vous abonner, vous aurez plus de contenu comme celui-ci et vous serez notifié des prochaines vidéos que je publierai. Salut Charmaine! Salut Jordan! Ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Super, je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Voilà, je m'appelle Charmaine, j'ai 28 ans. Je suis formatrice tourisme, mais également conseillère en produits et sensibilisation à l'ésotérisme. Voilà. Ok, en quoi ça consiste ça? Écoute, en fait, l'ésotérisme, déjà peut-être je devrais expliquer parce que tout le monde n'est pas super familier avec ça. L'ésotérisme, en fait, ça comprend tout ce qui est inexpliqué. Ça va être les sciences occultes. Donc les sciences occultes, ça va être tout ce qui n'est pas reconnu par les scientifiques de la société d'aujourd'hui. Donc ça va être l'astrologie, la divination, ce genre de choses. Et dans l'ésotérisme va également rentrer tout ce qui va avoir trait aux secrets d'histoire, aux sociétés secrètes, ce genre de choses. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'orienter dans cette direction-là? Moi, c'est simple, j'ai toujours été passionnée par ça. Ma maman et enfin, mes grands-mères ont toujours été très ouvertes d'esprit et voilà, m'ont appris un petit peu à voir au-delà des choses, que voilà, qu'il fallait parfois creuser et que tout ce qu'on nous dit n'est pas forcément la réalité. Voilà. D'accord, donc c'est une sorte d'héritage que t'as légué ta grand-mère et ta mère? Exactement. Parce Exactement. qu'elles-mêmes, elles étaient dedans. Un petit peu, peut-être pas autant que moi, mais ouais, en effet, elles m'ont plongée dedans quand j'étais toute petite. Ok, et donc tu étais plutôt réceptive vis-à-vis de ça et tu t'es dit, tiens, pourquoi pas, justement, tiens, qu'est-ce que tu t'es dit pour pouvoir avant de te lancer dans cette activité-là? Déjà, avant ça, je pensais pas que ça puisse être une activité à proprement parler. Je pratiquais uniquement voilà, chez moi, je me tirais les cartes, ce genre de choses. Et puis un jour, voilà, j'ai des amis qui sont venus me voir, qui m'ont dit, voilà, j'ai des questions, je suis pas bien, etc. J'ai besoin d'être guidée, ce genre de choses. Et d'autres amis encore qui étaient hyper intéressés par le concept. Et je me suis dit, mais pourquoi pas d'autres personnes en fait. Donc c'est pour ça j'ai commencé à créer des articles, ce genre de choses, pour sensibiliser les gens à tout ça. Voilà, des gens qui pouvaient se poser des questions, je sais pas, sur l'au-delà, sur même ne serait-ce que voilà la magie ou comment se tirer les cartes, des trucs très pratiques. Enfin voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, donc c'est un petit peu atypique, toi, surtout qu'on est dans un pays très rationnel où il faut toujours tout intellectualiser. On est quand même le pays de Descartes. Et comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que les personnes à qui tu vas parler de ça, elles puissent le comprendre au-delà de juste d'écrire des articles de blog? Parce qu'une personne, quand elle a un avis sur quelque chose, elle reste à camper sur son positionnement. Elle a ses propres convictions, ses propres idées reçues, ses propres croyances vis-à-vis de ça. Comment est-ce que tu arrives pour amener une personne à changer d'avis? Alors ça, clairement, honnêtement, c'est pas quelque chose que je sais faire. Je respecte vraiment la pensée de chacun, mais si la personne est intéressée, assez ouverte d'esprit pour en parler, j'en parlerai avec plaisir. Mais justement, tu parles de la France comme étant un pays très
Cartésien. Pour le coup, c'est le pays de l'ésotérisme, il faut le savoir. Il y a tout un tas de choses qui se sont passées chez nous qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sensibles aux différentes énergies de certains villages. Par exemple, je pense à Rennes-le-Château, qui est juste à côté de chez moi, qui serait le fief du Graal. On y a inventé des trésors, on y a inventé tout un tas de choses comme ça. Et c'est justement par l'histoire ancienne de la France et de l'Europe en général, parce qu'il n'y a pas que la France, qui fait que l'ésotérisme se développe petit à petit. Voilà. Tu trouves qu'il y a un certain éveil des consciences vis-à-vis de l'ésotérisme? Complètement. Je pense que c'est lié à la conjoncture, justement, voilà, le côté voilà, quand on brandit l'étendard de l'écologie, par exemple, ou quand quand on parle également, oui, même de la condition des femmes en France et dans le monde, il y a certaines femmes qui vont avoir tendance à se tourner un petit peu vers l'ésotérisme. Et d'ailleurs, c'est le cas d'Odile Chabriac. Elle a écrit un livre qui s'appelle Âme de sorcière ou la magie du féminin, qui parle justement du parallèle entre la condition de la femme et la condition de la sorcière à l'époque médiévale. Et donc, du coup, elle fait un petit peu ce parallèle. Et c'est vrai que, du coup, pas mal de gens, petit à petit, commencent à s'ouvrir à ça, ne serait-ce que par rapport aussi aux recettes de grand-mère qui reviennent à la mode, comment se soigner naturellement, et tout ça, finalement, fait partie de l'ésotérisme. C'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu adjacent, mais ça reste, voilà, ça en fait partie. Te méprends pas par rapport à cette question-là, mais ça, voilà, c'est ta deuxième activité. Tout à fait. Ouais. Et comment est-ce que tu trouves tes clients? Est-ce que tu as des clients pour cette activité-là? Ben, comme je t'ai expliqué justement, je t'ai expliqué il y a 2 semaines, je crois, l'activité pour l'instant est en lancement. Voilà, donc j'ai pour l'instant des clients proches de moi, voilà, proches de chez moi, dans un cercle proche. Et je compte justement sur le lancement de mon site pour ouvrir un petit peu. Alors, il faut savoir que sur Instagram, il y a une communauté d'ésotéristes extrêmement développée. Vraiment, on ne croirait pas, mais c'est hyper développé. Justement, pour ça, Instagram va vachement me servir et justement, on commence à faire pas des petits partenariats, mais voilà, on commence à faire connaissance, à échanger et voilà. Ouais, ok. Donc, tu as déjà des personnes que tu côtoies qui ont lancé leur activité et voilà, qui l'ont bien lancé, ouais. Oui, tout à fait. Ça marche très bien, très bien. Ouais, parce que finalement, tu vois, quand on parle, bon, je sais pas si on peut associer tout ce qui est ésotérisme et puis la voyance ou comme tu parlais du tirage de cartes, ok. Mais finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se tourner vers ce genre de choses à des moments où elles sont, comme en ce moment, tu parlais de la crise sanitaire qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question, qui deviennent anxieuses vis-à-vis de l'avenir. Est-ce que tu penses que c'est surtout dans dans des situations d'incertain face au changement, à la nouveauté, que les gens finalement s'intéressent plus à ce genre d'activité, ou est-ce que tu penses que tout naturellement, la conjoncture fait que tout naturellement, les gens ils vont aller vers des choses plus ésotériques? Alors, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, l'ésotérisme et la spiritualité en général est vachement liée au développement personnel. Donc, c'est-à-dire que quand la personne se sent pas bien dans son boulot, dans sa vie, voilà, peu importe, elle va essayer de trouver quelque chose parfois même avant de passer chez le médecin pour se faire prescrire des anti-stress et ce genre de choses, elle va passer par des choses un peu plus naturelles. Et c'est ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut se placer et qu'il faut, voilà, qu'il faut réussir à vendre ce qu'on veut. En sachant que, quand même, ce secteur-là, le secteur de l'ésotérisme n'est pas quelque chose qu'il faut, comment dire, faut pas s'attendre à ce que ce soit, on va pas gagner des millions là-dessus. Voilà, le but c'est d'aider les personnes. C'est pour ça qu'il y a énormément de voyants, ce genre de choses qui disent, voilà, moi j'attends rien. Si vous voulez donner, vous donnez. Si vous voulez pas donner, vous donnez pas. Je le fais d'abord pour aider. Voilà. Ouais, parce que c'est relativement, enfin, en tout cas, moi, de ce que je connais, ou des personnes qui ont, moi, je me souviens, j'étais allé voir une fois un magnétiseur. Je connais des personnes qui vont voir des magnétiseurs, tout comme des personnes qui aussi font de l'écriture intuitive. Ouais, l'écriture intuitive.
finalement, c'est des personnes qui, si elles excellent ou s'il y a le bouche à oreille qui fonctionne super bien, finalement, c'est une activité qui te permet, dans un premier temps, de faire un complément de salaire. Mais ouais, comme tu dis, est-ce que c'est possible de vivre pleinement de ce type d'activité? C'est la question que je me pose. Je pense que oui, à partir du moment où on s'ouvre au national, par un site, une e-boutique, ce genre de choses. Ou alors si on est praticien, comme tu viens de le dire, quand on est énergéticien, ce genre de choses, mais si on est sur une grande ville. Voilà. Parce qu'après, moi, chez moi, je ne sais pas si tu entends, il n'y a pas beaucoup de Ah oui, voitures qui passent, il y a les il y a pas, cigales. voilà, il y a surtout des cigales. Euh, c'est pas chez moi que j'arriverai à avoir un cabinet et dire voilà, je deviens voyante, je vais vous lire les cartes. Non. Même si je pense qu'il y aurait un public, mais ça me fait pas manger le mois, quoi. Voilà. Hmm. C'est pour ça qu'il est nécessaire, et je pense que c'est pour ça qu'Instagram fonctionne, mais vachement bien, c'est que du coup, ça permet d'ouvrir, et parfois même à l'international. Il y a certaines pages qui sont vues des États-Unis en France, et inversement, et ça tourne de partout, quoi. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que tu as décidé de se lâcher, de lancer cette activité en parallèle de ce que tu fais actuellement. Parce que là, actuellement, ce que tu fais, ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Rien à voir du tout. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ton activité principale actuelle, ça consiste en quoi? Et je suis formatrice en BTS Tourisme. Voilà, donc j'enseigne le marketing notamment et le montage de produits. Voilà. Donc, vraiment rien à voir, quoi. Deux choses qui sont pas antinomiques, mais je suppose que quand tu fais de l'ésotérisme ou quand tu es dans ce genre d'activité, il y a toujours une appréhension vis-à-vis du fait de devoir vendre quelque chose, comme beaucoup de personnes, hein, comme les coachs aussi, hein. Il y a beaucoup de coachs qui ont des difficultés à vendre leurs prestations ou à se mettre en avant, à se rendre visible, etc. Donc, tout ça, c'est lié à la vente, c'est lié au marketing. Donc, est-ce que c'est pas antinomique, mais toi, un petit peu, c'est un oxymore, quoi, presque. Ben, je... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand même. Enfin, moi, j'arrive à trouver des liens entre les deux. Les deux, finalement, mon carburant, c'est d'aider, de faire comprendre, hein, de sensibiliser. Donc, j'arrive vraiment finalement à avoir le truc sur les deux, quoi. Voilà, moi, je vois le lien partout. Et puis, Ouais. justement, certains élèves qui sont intéressés, ça arrive. Hein, j'ai des élèves qui, voilà, si je vais leur parler d'ésotérisme, ils vont avoir des billes comme ça. Bon, madame, et machin, et comment ça se passe et tout. Et puis, ben voilà, finalement, je vais leur parler un petit peu de mon autre activité sans leur dire que je fais ça parce que, bon, voilà, je veux pas non plus trop les effrayer. Et voilà. Ouais, après, est-ce que tu les effraies vraiment? Et voilà, c'est quand même, ça reste quand même, il faut savoir que j'en ai pas parlé à tout le monde autour de moi. Hein. Là, c'est un grand pas pour moi de montrer à visage découvert et de dire voilà, parce que ça fait quand même peur. Ça fait peur. Mais pourquoi elle s'intéresse à ça? C'est une illuminée. Voilà, il y a des gens qui sont très, très fermés d'esprit, qui ne peuvent pas comprendre. Alors que finalement, c'est une sorte de croyance différente que les croyances en les religions, etc. C'est un petit peu la même chose, mais voilà, déportée finalement. Ouais, d'ailleurs, d'après toi, ça vient d'où le fait que, tu sais, il y a toujours une petite réticence ou une petite mise en distance, une distanciation sociale entre ce sujet de conversation, tu vois, dans la croyance populaire, il y en a beaucoup, quand tu vas leur parler de médiumnité ou d'ésotérisme, ils vont faire ah ouais, ok. Et sinon, c'est quoi ton vrai job? C'est ça. Mais alors, je pense en fait, c'est un petit peu hypocrite en plus, parce que les gens sont, la plupart des gens à qui je parle sont passionnés par le sujet. Ils adorent parler d'histoires qui font peur, des sociétés secrètes. On est régi par les Illuminati, ce genre de choses, tu vois. Mais dès que tu rentres un peu plus dans le sujet, que tu leur dis, écoute, moi je peux t'aider, je connais une technique qui ferait que tu pourrais ne plus être embêté par cette personne au boulot, ou tu pourrais, j'en sais rien, je sais pas. Mais là déjà, ça leur fait peur. Et je pense que c'est vraiment à cause de... Mais là, je pèse mes mots vraiment. Je crois que c'est les restes, tu sais, c'est la mémoire collective, hein, de cette immense chasse aux sorcières qu'on a fait pendant des années et des années. Et l'étranger fait peur. Celui qui est différent fait peur. Il a toujours fait peur. Et dès qu'on voit que la personne est tellement dans son truc qu'elle pourrait peut-être te marabouter, ah mais ça coupe tout. Voilà.
on peut leur en parler de manière, voilà, tout à fait normale. Oh, tu as entendu ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est bizarre, etc. Mais dès que tu dis, voilà, moi je connais des trucs, je pourrais t'aider, c'est concret, il n'y a plus personne. Ouais, ouais. Alors, Ouais, c'est bizarre. il y a peut-être la télévision aussi qui doit y jouer énormément, quoi. Je pense que tous ceux qui ont regardé X-Files, ils ont dû, ou Poltergeist, ils ont dû garder un souvenir un peu. Et pourtant, toi, en plus, c'est vrai que X-Files ou Poltergeist, enfin tous ces trucs-là, ça marchait du feu de Dieu, quoi. Même tous les films qu'il y a de fantômes, de maisons hantées, c'est sûr que c'est toujours une recette miracle. Bon, on va pas faire non plus, c'est une vision un peu simpliste, hein, ce que je partage là, bien sûr. Hein. On va pas faire un lien très simpliste par rapport à ça, mais c'est sûr que ouais, pour expliquer le fait qu'il y a quand même une sorte d'hypocrisie entre l'intérêt caché et ce qui est dit, bah, finalement, ouais, il y a deux mondes. Ouais. Complètement. Hmm. Et donc, à ton boulot, ils savent pas ce que tu fais. Donc, tu parlais comment dire, des élèves, ça, ok. Mais donc, à ton boulot, tes collègues, tes responsables, non, ils savent pas. Même les élèves savent pardon, que je m'y intéresse, mais ne sauront pas que je fais ce genre de choses. D'accord, bon, bah, maintenant, ils le sauront. Hein. Ah bah écoute, voilà. Donc, c'est un honneur pour moi de constater que c'est une première pour toi et que c'est d'une certaine façon une officialisation du lancement de ton activité. Complètement, ben ouais, je m'assume. Écoute, voilà, j'ai décidé de m'assumer et puis ben, si je passe pour une illuminée, ben, une fois de plus ou une fois de moins, je suis plus après. Ouais, après, tu sais, en général, hein, quand tu te lances dans un projet, peu importe le type de projet, tu es toujours considéré par les autres comme un illuminé ou quelqu'un qui est irresponsable ou qui vit dans ses rêves, etc. Hein. Dans tout projet entrepreneurial, même un projet, juste aller, je sais pas, à l'autre bout du monde pour aller vivre quelques mois, quand je suis parti vivre au Canada, il y a des gens qui me disaient mais pourquoi est-ce que tu veux aller vivre au Canada? Au Canada, il fait froid. Enfin, qu'est-ce que tu vas y faire là-bas? Bah, déjà, j'ai plus d'opportunités qu'en France. Et puis en plus, le Canada, c'est cool. Bah, ça, c'est là. Voilà, c'est toujours en général des personnes qui parlent d'un truc qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Voilà. Donc il y a toujours un avis, un préjugé, etc. Et pareil, quand je me suis lancé, hein, quand je me suis lancé à mon propre compte, je me souviens la femme d'un pote qui, quand je lui ai dit, bah ouais, je crois que je vais me lancer dans le coaching, elle a fait, tu veux être coach, toi? Bah ouais. Et quand je l'ai revu 4 ans après, je lui ai dit, eh, t'as vu, hein, je suis toujours là et mon activité, elle s'est bien développée. Hein. Bah finalement, là, tu vois, les gens, ils se mettent à t'écouter, Complètement. étrangement. Donc finalement, ouais, est-ce que ça va changer quelque chose, quoi, que tu te lances dans ton activité? Au contraire, pour toi, tu as tout à y gagner. Après, c'est sûr que se rendre visible auprès des autres, ça peut faire peur, quoi. Il y a toujours, c'est la part de nouveauté. Mais après, heu, comment dire? Tu sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui développent leur activité en parallèle de leur job et encore plus actuellement depuis qu'il y a eu la crise, sanitaire. Où il y a énormément de personnes qui se sont rendues compte que bah, déjà d'une, leur boulot ne leur plaisait pas autant que ça, c'était plus un job alimentaire, ils perdaient le sens de ce qu'ils faisaient, où ils se reconnaissaient plus du tout et puis c'est là où tu te rends compte que quand il y a des dysfonctionnements, bah, tout s'amplifie, quoi. Il y a énormément de choses qui remontent à la surface et c'est là où il y a une prise de conscience collective où les gens se sont dit: «Bah, finalement, c'est pas si bien que ça de vivre dans un appartement. Finalement, c'est pas si bien que ça de travailler dans cette entreprise» et il y en a plein qui voudraient se mettre à leur compte et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en attente de leur propre projet là, heu, mais qui se sont dit: «Bah, finalement, si mon entreprise, elle se casse la gueule, qu'est-ce que j'ai derrière? Bah, pas grand chose». Donc moi je sais que mon père, je l'ai toujours vu vendre pardon, ses disques, parce qu'il a une collection de vinyles. Mon frère c'est pareil, il faisait ça aussi en parallèle et moi, bah, quand j'étais salarié, bah, finalement non, je savais rien faire d'autre. Non, mais à partir du moment où je me suis lancé dans le blogging et que j'ai commencé à développer ou en tout cas à préparer mon activité, c'est là, tu commences à trouver un sens à ce que tu fais en disant: «Bah, ouais, bon, bah, ce boulot-là, je vais pas non plus avoir trop d'attentes vis-à-vis de ça, puisque c'est un job alimentaire et il va juste me permettre de faire,
d'avoir une sécurité financière pour pouvoir lancer mon activité en parallèle. Et puis, quand le projet A, il prend moins d'ampleur que le projet B, bah, c'est là où tu te dis, tiens, je vais peut-être pouvoir faire la passerelle ou me lancer dans d'autres projets, etc., quoi. Donc, est-ce que toi, c'est ton projet à l'avenir ou est-ce que tu souhaiterais conserver ces deux jobs? Alors, moi, je vais te dire, j'aime pas du tout. J'ai jamais eu de CDI. Tu vas comprendre. Mmh. Je n'aime pas du tout savoir ce que je vais faire dans 5 ans. J'aime bien être libre et décider à la minute. C'est pour ça que justement cette activité, je l'ai démarrée. Ça a été un travail sur 20 ans. J'ai appris plein de choses depuis que je suis gamine. Et en fait, c'est juste mon mari qui m'a dit ben, qu'est-ce que tu attends pour te lancer en fait. Et ben, je me suis lancée du jour au lendemain. J'ai créé l'adjonction d'activité, c'est parti et je l'ai fait. Et puis, ben voilà, advienne que pourra, quoi. Si ça marche pas, ben j'arrêterai. Et puis voilà. Donc, honnêtement, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je sais pour l'instant que j'ai besoin de l'argent de mon activité qui est pérenne, etc., de l'activité de formatrice. Mais j'ai besoin de cet échappatoire un petit peu, voilà, de mon autre activité. Finalement, aujourd'hui, le fait de les mixer ensemble, ça fait sens. Voilà. Je veux juste que ça fasse sens le plus longtemps possible, en fait. Et bon, je te pose une question un petit peu balèze, c'est le coach qui est en moi qui te pose cette question-là, mais heu, pourquoi est-ce que ça fait sens pour toi? Oh, c'est philosophique, en effet. Pourquoi ça fait sens pour moi? Ben, en effet, comme je me suis rendu compte que j'étais multipotentielle un petit peu grâce à toi et grâce à ton groupe, justement, euh, je me suis en fait toujours sentie vide dans chaque boulot que je faisais parce qu'il me manquait quelque chose, il me manquait voilà, cette flamme, il me manquait quelque chose de plus. Voilà. Et l'ésotérisme m'a toujours suivi. Donc je me suis dit, si tu arrives, si tu arrives à faire en sorte de pratiquer l'ésotérisme tous les jours, étant donné que c'est ta passion, ben, tu ne travailleras pas réellement. Donc du coup, j'ai ce côté, le boulot un petit peu voilà, matériel et le boulot un petit peu voilà, passion. Du coup, voilà, c'est pour ça que tout fait sens pour moi. J'ai cet équilibre dans ma vie en ce moment qui fait que voilà, ça roule. Mmh. Ouais, je faisais semblant de poser la question, je connaissais la réponse, mais la plupart du temps, les slasheurs, ils ont un métier passion et puis un métier, on va dire, dans lequel ils peuvent peut-être développer des compétences, mais surtout avoir une sécurité financière. Tout à fait. Mmh Oui, parce que et ça reste important. Il faut pas le. Si on veut justement continuer le plus longtemps possible, ça reste important. Après, c'est clair que si, comme moi, on a la chance d'avoir un boulot donc matériel, du coup, pour le financier, pardon, qui vous intéresse et qui vous drive aussi un petit peu, parce qu'il ne faut pas croire, je me régale d'aller bosser tous les matins, quoi qu'il en soit. Ben ça, c'est tout bénef, du coup, parce que du coup, on a nos deux boulots qui complètement, enfin voilà, vous épanouissent et voilà, ça rend les choses plus simples, finalement. et c'est quoi ton avis sur ton domaine? C'est-à-dire voilà, les pratiques qui se font, que ce soit les bonnes ou mauvaises pratiques, hein, mais ton avis sur ton domaine? Alors, lequel, du coup? Le domaine, ésotérique, bien sûr. L'ésotérisme. Mmh. Ben écoute, alors, je pense que comme l'ésotérisme est à la mode, je, c'est une bonne chose parce que justement, ça ouvre les gens au développement spirituel, ça permet voilà un certain apaisement collectif, ce genre de choses. Donc ça me va. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que par contre, quand on va sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, ça pullule de nouvelles pages qui se créent tous les jours et qui sont pas ou très peu documentées et qui du coup relaient de mauvaises informations. Ça peut être grave dans la pratique de la sorcellerie, par exemple. Ça peut être moins grave si pour la divination, bon, ça voilà. Mais par contre, ça fait passer des messages qui sont faux. Et ça, c'est profondément agaçant. Et ce n'est pas le problème uniquement de l'ésotérisme, c'est le cas partout. Hein. Il y a des coachs qui s'inventent tous les jours et qui, du coup, proposent tout un tas de choses très bizarres qui ne fonctionneront jamais. Enfin, c'est dans tous les domaines. Et ça, en ce moment, c'est un fléau. Et ça m'agace un peu plus. Mais bon, je pense que par contre, c'est un domaine qui est voué à vraiment voilà, continuer. En tout cas, voilà, en ce moment, pour le moment.
Après, voilà, à l'avenir, étant prof de marketing, je sais très bien que le marché est constamment changeant et que du coup, voilà, on ne peut pas savoir ce qui va passer, ce qui va se passer pour plus tard. Le seul truc que je sais, c'est que l'ésotérisme a toujours existé, que les occultistes et les ésotéristes ont toujours existé et qu'il y a toujours eu des gens pour les écouter. C'est le seul truc que je sais. Donc, ça cloue le bec à la prochaine question que j'allais te poser, qui était comment est-ce que tu voyais l'avenir de cette activité-là? À moins que Et, tu aies peut-être un avis. ben, c'est compliqué. Disons que comment tu vois l'avenir de ton domaine, toi? Est-ce que tu sais pas si demain, justement, le fait qu'il y ait tout un tas d'auto-entrepreneurs, est-ce que les gens ne finiront pas par se coacher eux-mêmes? Tu vois, je vais un peu loin exprès. Je sais pas du tout comment ce sera plus tard. Je sais juste que je pense pas que ce soit une activité qui explosera plus que ce qu'elle est en ce moment. Par contre, je sais qu'elle continuera parce que ça a toujours existé. Ça remonte à la nuit des temps, finalement, l'ésotérisme, les religions païennes et tout ce qui en a découlé derrière. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu, les photographes aussi ont été pas victimes de ça, mais les photographes professionnels ont vu arriver un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui se mettaient à faire de la photographie aussi, donc qui facturaient moins cher qu'eux. Et puis bon, voilà pour X raisons, mais euh, sans non plus me considérer comme on va appeler ça le syndrome du photographe. Tu penses qu'il y a une amateurisation de certaines pratiques ou certains métiers sur Internet, comme on a pu le voir, j'en parlais dans une interview précédemment, où je faisais allusion, tu sais, à cette publicité qui a fait le buzz avec un gamin là, qui sait pas vraiment parler et qui te dit ouais, t'as envie de gagner de l'argent, viens, suis-moi, et puis il jette son verre sur la route et puis il reprend sa bagnole. Non, ça te dit rien du tout, ça, cette publicité? Bon, Pardon. c'est une publicité sur Facebook où c'était un mec voilà, qui t'expliquait comment est-ce que tu pouvais être riche. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Faut la voir, en tout cas, cette publicité. Mais là où je veux en venir, pourquoi je parle de ça? Bon, déjà, c'est un peu le marketing de la honte, comme avait dit Abdoul dans une précédente vidéo interview. Et finalement, il y a beaucoup de personnes, tu vois, moi je pense que ça nous dessert parce que soit tu augmentes le niveau en termes de marketing, en termes de message ou en termes de visuel, de contenu vidéo. Et donc, du coup, tu te dissocies de ces personnes-là et les gens ne t'associent pas à ce type de. Je ne veux pas dire que c'est un charlatan, j'en sais rien ce qu'ils vendent, donc je ne peux pas dire ça. Mais bon, à ce genre de type, voilà, qui ne sont pas pris au sérieux. Parce que finalement, tu vois, c'est ça le problème. Tu vas vite être associé à des personnes qui, peut-être, décrédibilisent la profession. Parce que comme tu dis, ouais, c'est sûr que l'ésotérisme, si tu fais n'importe quoi, ça peut être dangereux. Tout comme quand tu fais du coaching, si tu fais n'importe quoi et que tu n'as pas été formé un minimum, ça peut être aussi dangereux dans le sens où voilà, tu peux amener une personne à complètement changer sa perception d'elle ou des autres ou de manière négative ou entretenir ses croyances, enfin toutes ces choses qui peuvent vraiment te freiner et puis t'empêcher d'aller de l'avant. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte d'amateurisation sur Internet qui fait que comme maintenant, on va dire, tu as comment dire, une zone de communication dans laquelle où tu vas pouvoir parler, échanger, divulguer tes idées, etc. Tu penses que ça peut vous desservir, ça? Enfin, ça peut en tout cas desservir les professionnels? Ça me fait penser justement à un mini-reportage sur Facebook que j'avais vu. Je ne sais plus du tout la source. Je ne sais pas si c'était Brut ou je ne sais pas. Qui avait interviewé une nana qui est plutôt connue dans le secteur de l'ésotérisme et qui, du coup, était habillée tout en noir, qui portait un grand chapeau, un peu à la mode. Je ne sais pas si tu as vu la saison 3 d'American Horror Story. Non. Coven. Bon, mais voilà, ça parle d'un coven de sorcières. Et donc, elles sont toutes habillées dans des trucs incroyables, etc. Et là, en fait, je me suis dit, mais la personne qui regarde ça, elle se dit, mais est-ce qu'il doit du coup y avoir une sorte de dress code? Est-ce que
Et moi, je me dis, mais c'est tellement pas nécessaire, toute la fioriture autour, tout le. Enfin, après, c'est vrai que c'est une expression de sa personnalité. Je suis contente pour elle qu'elle s'exprime comme ça, mais les journalistes derrière, donc c'est pas finalement elle, mais c'est plutôt les journalistes derrière qui laissaient penser qu'ils parlaient finalement plus de sa tenue que de sa pratique ésotérique. Donc, en effet, il y a les gens qui se lancent, qui sont amateurs, qui voilà, mais il y a aussi la pub qu'on en fait, enfin, le message qu'on fait passer, qui peut être complètement faux finalement en fonction des mots que l'on utilise et ce genre de choses. Donc oui, moi je pense que quoi qu'il en soit, l'amateurisme ne fait pas de bien, mais quand on s'y intéresse un peu, il faut savoir aussi poser les bonnes questions et ne pas s'intéresser aux vêtements, quoi, par exemple. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est tous amateurs, hein, d'une certaine manière, hein. Forcément, hein, faut bien commencer débutant dans quelque chose. Mais tu on va dire donner des conseils ou, aborder certaines pratiques ou théories ou enfin, c'est quand même particulier, tu vois, de te dire: «Moi, jamais, à aucun moment, je donnerai des cours de guitare à quelqu'un alors que, bah, je sais pas, ça faisait 2 semaines que je me lançais dans la guitare». Mais voilà, il y a un truc aussi qui se passe avec le développement personnel, c'est que, dès que tu te mets à entretenir, je sais pas, ton corps, ta ton psychisme, ta spiritualité ou ton développement personnel et cetera, bah, il se passe un phénomène qui fait que, bah, tu as envie d'en parler. Tu as envie de voilà, tu envie de partager, tu as envie de dire tout ce qui toutes les trouvailles, tu as envie de le gueuler sur les toits en disant: «Ouais, c'est super, regardez, j'ai compris, c'est super». Il y a ce truc, moi aussi, hein, je l'ai été d'une certaine manière, mais moi, heu, je me souviens que je faisais gaffe parce que j'avais le syndrome de l'imposteur et je me sentais pas légitime pour donner des conseils. Surtout qu'à l'époque, j'étais consultant, j'allais pas, voilà, tu vois? J'avais pas non plus envie de donner des conseils sur une autre expertise que celle que j'avais déjà. Et donc je m'étais dit: «Tiens, je vais montrer, je vais rendre des comptes d'une certaine manière à la communauté en expliquant mes avancées, mes découvertes, tous ces trucs-là, quoi». Mais sans non plus, tu vois, donner des conseils, alors que j'étais pas coach, quoi. Et même quand j'ai arrêté d'être salarié, donc je me suis mis à mon compte peut-être 1 an plus tard parce que j'attendais d'être formé. Tu vois? Je suis reparti au Canada avec mon mentor qui m'a formé et cetera. Mais les gens me disaient: «Mais c'est bon, tu as été consultant, tu peux te lancer, tu peux commencer à coacher les gens». Bah non, 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 je me sentais pas légitime et en plus, enfin, voilà, si tu as pas un fil conducteur, des étapes, c'est pas du consulting le coaching, donc c'est sûr que moi je me sentais pas à l'aise là-dessus, ouais. Mais parlons-en du syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi tu le ressens actuellement? Ou est-ce que ça t'a empêché de te lancer directement ou est-ce que ça t'a amené à d'abord maîtriser ton sujet? Alors, c'est définitivement, oui, la raison pour laquelle je ne me suis pas lancée plus tôt. Ça, c'est vrai. Parce que déjà, l'ésotérisme, c'est un secteur où tu n'as jamais fini d'apprendre. C'est tellement vaste que voilà, tu n'as jamais fini d'apprendre. Et en plus de ça, comment dire, il y a tellement de super comptes sur Instagram qui sont déjà très bien suivis, etc. Et donc, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Pourquoi moi, j'aurai l'idée qui fait que les gens auront... ben ouais, ben il faut juste passer outre. En fait, c'est justement à un moment donné où je me suis dit, mais attends, ça fait 20 ans que tu fais ça. Combien de temps il va te falloir avant que tu te dises que ça vaut le coup? Donc, je me suis dit, ben voilà, et ben on se lance. Mais en effet, le syndrome de l'imposteur me suit depuis toujours, même en me lançant en tant que formatrice. Euh, je suis professionnelle du tourisme, mais je n'ai jamais été formée à la pédagogie. Jamais j'ai su comment, voilà, un jour je me suis pointée et j'ai fait à ma sauce, hein, un peu, voilà, et puis ça a marché, quoi. Mais c'est de la chance, mais c'est aussi un peu de confiance en soi quand même. Le fait de se dire, voilà, s'il se passe ça, il se passe ça. Et puis, je ferai en fonction. Le truc, c'est qu'il faut, voilà, je pense que le secret pour le syndrome de l'imposteur, c'est un peu de rester soi-même finalement et de dire, bon, ben voilà, si ça marche pas, c'est pas grave, hein, et on fera autre chose, hein. Mais il faut se lancer un minimum et avoir un peu confiance. Mmh. Voilà, après le syndrome de l'imposteur, il y a faut bien le distinguer. Bon, c'est devenu une généralité, mais c'est plus le fait de ne pas se sentir légitime parce que le syndrome de l'imposteur, tu vois, il y a vraiment cette notion de vouloir tromper l'autre.
Alors que là, la légitimité, ben, on l'a tous, hein. Enfin, le manque de légitimité, on l'a tous, hein, au début, hein, sachant qu'on est dans un pays qui est très, qui aime bien le côté académique et qui met Complètement. l'accent sur les diplômes. Finalement, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y a aucune entreprise, aucun client avec qui j'ai travaillé, que ce soit un particulier ou quoi que ce soit, qui m'a demandé mes diplômes. Jamais. Si, une fois, une fois. Il y a une fois une personne que j'avais eue, au bout du fil et quelle ironie parce que c'était une personne justement qui se plaignait, qu'on lui demande des diplômes parce qu'elle en avait pas à l'époque. Voilà, donc finalement, tu vois? Mais sinon, ouais, il y a jamais personne qui m'a demandé mon diplôme. Quand je travaille avec une entreprise, en général, c'est soit parce que j'ai été reconnu comme un expert, soit parce que, voilà, je les ai rencontrés à un moment donné, ou soit je les ai déjà convaincus parce que je leur ai montré comment est-ce que je travaillais. Mais sinon, ouais, pour ce que je fais, il y a jamais personne qui m'a demandé, mes diplômes. Alors peut-être parce que, voilà, il y en a certains, ils se sont dit: «Bon voilà, il a un master, OK, mais mon master, ça fait 10 ans, tu vois, que je l'ai passé». Ouais. Mais ouais, ça là-dessus, je comprends pas. C'est c'est mystère de la culture française là-dessus, hein. Non, non, c'est vrai que c'est compliqué en plus. Et c'est vrai, notamment, en plus, c'est vrai que dans l'ésotérisme, c'est exactement pareil. On va te demander des preuves constamment, etc. Mais on ne te forme pas. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est aussi hypocrite. Quelle est la preuve que tu as avancé cette idée? Quelle en est la preuve, etc. Mais derrière, il n'y a pas de formation à ce genre de choses. Tu vois, enfin, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est un peu bizarre en France par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses que, j'avais posé la question aussi, à quelqu'un d'autre qui fait du coaching et je lui avais posé la question: «Est-ce que tu penses qu'il y a déjà des prédispositions à, tel type de métier?» Tu vois? Nous, dans notre cas, c'était vraiment le coaching. Donc on se posait la question: «Est-ce qu'il n'existerait pas plutôt des prédispositions à être coach?» Moi, je me suis toujours posé des questions quand j'étais gamin, je me suis toujours posé les questions quand j'étais ado, jeune adulte et voilà, constamment quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps et je suis tout le temps en recherche de solutions et tant que j'ai pas trouvé la solution, je m'endors pas le soir, hein. Donc c'est voilà, c'est un fonctionnement bien spécifique, qui m'a amené à tout le temps être en remise en question et puis aussi à taper une dépression, tu vois, à 20 ans, quoi. Alors qu'à 20 ans, en général, tu es plutôt: «Ouais, super, j'ai le permis, je vais aller à Paris, je vais aller faire la teuf». Non, moi, c'était, «Pourquoi je suis au monde?» tu vois? Ça, c'était voilà, c'était particulier la vingtaine chez moi, quoi. Mais est-ce que tu penses que donc il y a pas des prédispositions comme toi, d'une certaine manière, on t'a sensibilisé à ce sujet-là? J'ai pas envie de dire qu'il y a un héritage qui t'a été transmis, mais il y a une sensibilité à ce domaine-là, hein. Ben, je pense que pour faire, c'est un métier de passion en fait. Tu peux pas te lancer. Mais bon, c'est un peu général ce que je dis parce que tous les métiers. Honnêtement, je saurais pas quoi te répondre parce que c'est déjà s'y intéresser. Si tu t'y intéresses un minimum, c'est déjà un bon début. Mais pour vraiment le sensibiliser les autres et garder l'intérêt des gens finalement à qui tu parles, il faut vraiment t'y connaître et t'y passionner et te voilà. Après, voilà, moi il y a le côté héritage qui fait que du coup j'ai commencé très 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 jeune. Voilà. Mais au-delà de l'héritage ou au-delà même de la passion, c'est quand même, quelque chose que tu estimes être, légitime ou louable ou une cause, à laquelle, voilà, ça va peut-être même au-delà de pourquoi est-ce que tu fais les choses. C'est peut-être une cause à laquelle toi tu te rallies? Mais je moi, enfin, c'est une manière de vivre, ça fait Ouais, c'est une partie. manière de vivre. Donc, en effet, si ça fait pas, enfin, si tu t'y intéresses comme tu t'y intéresses parce que cette fois-là, c'est ça et demain, ce sera le surf, ben non, ça peut pas fonctionner en fait. Voilà, moi, en effet, ça fait partie de moi depuis toujours et voilà, du coup, c'est quelque chose que je peux faire passer peut-être un petit peu mieux. Après oui, voilà, mais c'est un petit peu finalement comme c'est un petit peu comme la religion ou Mmh. être végétarien ou être voilà, c'est quelque chose dans laquelle on se lance corps et âme et que voilà, on fonce là-dessus. Mmh. Ouais, je sais que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours une raison, un pourquoi. Il y a les bonnes raisons, il y a les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, on va dire, ça va être plutôt de te lancer
pour assouvir un besoin de sécurité ou d'éviter la souffrance ou parce que tu as peur, voilà, tu vas faire des choix qui sont plutôt vers la défensive. Alors que si tu fais des choix qui sont plus vers la recherche de plaisir ou vers la satisfaction de certains besoins, tu sais que ce que tu fais, ça a un sens. Et puis en plus, il y a une cause à laquelle tu te rallies parce que ça fait partie de toi, comme tu l'as dit. C'est une partie de ton être, d'une partie de ton enfance ou de ta vie personnelle qui, qui, qui revient à la surface, qui prend le dessus. Moi, je donne souvent l'avis, enfin, souvent ça m'arrive de donner l'exemple que quand j'étais au Canada à l'âge de 16 ans, pour la première fois de ma vie, ça a littéralement changé mon point de vue sur la France, sur tout, sur mon entourage, sur mes relations, sur la France en elle-même, etc. Parce que je me suis rendu compte que le Canada, à l'époque, parce qu'aujourd'hui il y a trop de Français, mais à l'époque, il y avait une certaine curiosité, un certain amour des Français. Quand tu allais les voir, tu avais l'impression qu'ils étaient contents que tu ailles les voir. Et je me souviendrai toujours, moi, de ce serveur qui s'est arrêté pendant son service pour s'asseoir à notre table et discuter. Ah ouais, c'est comment Paris, c'est comment la France. Ah, je projette d'y aller. Et puis les gens qui étaient autour et qui nous écoutaient, je trouvais ça génial. Moi, j'ai jamais vécu ça. Enfin, du moins en région parisienne. J'allais dire en France, mais en région parisienne. La région parisienne, c'est pas la France. Mais j'avais jamais vécu ça. Une personne qui te parle comme ça dans la rue juste parce qu'elle a vu que tu avais une planche de skateboard et qu'elle te pose des questions, elle s'intéresse à ce que tu fais, j'avais jamais vécu ça aussi. Donc ça a été, tu vois, pas traumatisant, mais marquant au point de me dire, mais pourquoi c'est pas comme ça en France? Pourquoi? Bon, certes, voilà, c'est pas les mêmes pays, c'est pas le même endroit dans le monde, etc. Mais je me dis, c'est quand même dommage qu'on soit dans un pays où ça pourrait être tellement bien, tellement mieux que non, finalement, il y a un truc qui fait que ça pourrit de l'intérieur et que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont chargées de bonnes intentions. Mais voilà, tu te rends compte que l'ambiance globale, elle est particulière en France par rapport à d'autres pays. Et là, tu vois, je pars la semaine prochaine à Berlin. Et Berlin, bon, c'est autre chose. Il y a les propres problèmes. Voilà, je dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs, mais tu vois, ça correspond en tout cas à certaines de mes valeurs ou à certains de mes besoins, comme le fait de te dire, ça fait plaisir d'être dans une ville où tu te sens en sécurité. Quand tu fais du vélo à Berlin, il n'y a pas un moment où tu te sens en insécurité. Pareil, le fait de te dire que tu es quand même dans un pays où les gens sont disciplinés, ça fait plaisir, tu vois, de temps en temps. Mais voilà, chacun recherche ce dont il a besoin. Mais tout ça pour te dire que ça a été une cause pour moi de me dire, ah, mais si, voilà, faire émerger de nouveaux principes de vie ou de nouvelles valeurs ou amener une personne à changer d'avis sur sa vie professionnelle ou aider des gamins à mieux s'orienter de manière à ce qu'ils ne soient pas aigris au bout de 2 ans, de 3 ans dans le monde professionnel, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué dans ma vie et c'est quelque chose aussi que je souhaite apporter aux autres. Donc, c'est une cause qui est bien plus grande que une simple ambition ou une simple conviction, c'est vraiment quelque chose, comme tu le dis, ouais, qui fait partie de toi, quoi. Clairement, clairement. Après, c'est vrai que voilà, il faut aussi, on en revient toujours à la même chose, il faut choisir son public, mais je reste persuadée que tout le monde est capable d'entendre tout. Il y a juste une manière de l'apporter, quoi. Voilà. Exactement, ouais. Voilà, non, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, j'en parlais justement de ce que tu me dis, j'en parlais avec un gars qui s'appelle Damien et qui était journaliste et qui a décidé de devenir commercial. Et lui aussi, il a un profil multipotentiel. Et il travaille auprès Donc, il a 2 activités. Il a l'activité de commercial et puis en même temps, son activité qu'il lance dans le personal branding, donc la marque personnelle en français, pour voilà, communiquer autour de ton activité, etc. Et lui, il me disait que finalement, tu as énormément de personnes qui sont en souffrance parce qu'elles ne savent pas du tout comment se positionner, elles ne savent pas comment communiquer sur la façon dont elles vont pouvoir exprimer tout ça. Enfin, c'est un peu comme ce que tu disais. Et lui aussi, il disait exactement la même chose que toi, que c'est très compliqué finalement de sortir des cases, d'apporter, de faire comprendre à l'autre qu'est-ce que tu fais exactement, mais tout est une question de présentation. Et lui, il disait que pendant je ne sais pas combien de temps, il a galéré pour trouver un boulot.
pour trouver un boulot de commercial, jusqu'au jour où il s'est dit, allez, c'est bon, je donne tout, je me concentre sur mon interlocuteur et je joue la carte de la présentation. Et le mec, il lui a dit, ouais, ok. Et il l'a formé. Mais c'est un autodidacte aussi, hein. C'est une personne qui a un profil atypique. Mais tout est une question de présentation. C'est ce que je dis aussi aux étudiants, hein. Les étudiants qui galèrent dans leur contrat d'alternance, ils ont tous un point commun, c'est que leur CV ne met pas en valeur leur réelle personne ou leur réelle valeur ajoutée. Donc forcément, hein, pour avoir fait du recrutement, je sais comment est-ce que ça se passe, hein. Les consultants en recrutement, quand c'est pas un algorithme qui scanne ton CV, ils regardent le truc. S'il n'y a pas 2-3 mots-clés qui reviennent souvent, qui les intéressent, le CV, ils le mettent à côté, hein. Nombre de fois où, quand je travaillais dans le recrutement, je reprenais les CV des consultants, je disais, celui-là, il est bien, pourquoi tu l'as acheté? Ah ouais, j'avais pas vu. Ouais. Donc, voilà, tout est une question de présentation, de valorisation, de présentation. Et ça, là-dessus, moi, je me fais pas de soucis, en tout cas pour toi, hein. De toute façon, comme avait dit un mec une fois, tu seras toujours un expert pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. C'est clair, c'est une évidence. Donc, oui, c'est sûr, il va falloir se démarquer des autres, faire du chiffre, etc. Mais comme tu le dis, se lâcher aussi, c'est un mode de vie. Et même ton activité, c'est un mode de vie. Donc, finalement. Et qu'est-ce que tu aurais alors comme conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un mode de vie similaire au tien? Je dirais se faire confiance, hein, en premier lieu, parce que moi, je sais que c'est venu sous la forme d'une toute petite voix là derrière, hein, qui me disait, allez, lance-toi, tu peux le faire et tout ça. Et puis bon, voilà, j'y croyais pas trop, voilà, je me descendais, mais voilà, c'est le jour où je me suis fait confiance que voilà, j'ai réussi à me lancer. Et donc du coup, le fait de me lancer, ça a du coup derrière reboosté la confiance en moi, mais c'est un cercle vertueux finalement. Donc, je dirais voilà, si vous êtes passé sur ce chemin, c'est vraiment pas par hasard. Voilà, c'est que vous y êtes depuis un petit moment finalement sans trop le savoir. Et si cette voix, elle fait un peu écho aux autres facettes de votre vie, c'est que voilà, vous êtes là où vous êtes censé être, hein. Voilà, comme je disais, même si vous avez peur de paraître pour un illuminé, dites-vous que voilà, vous serez toujours l'illuminé de quelqu'un finalement, et que si votre croyance, qui n'est pas différente de celle de quelqu'un d'autre, permet de faire du bien, d'apaiser les personnes que vous croisez, ça rend juste le monde un petit peu plus beau finalement, donc ça vaut le coup, quoi. Voilà. Ouais, ça vaut le coup. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charmaine. Avec plaisir, merci à toi. Je regardais l'heure, mais parce que bon, on peut pas faire non plus un format de plus de 2 heures. Mais moi, ça, en tout cas, c'est un sujet de conversation sur lequel, écoute, je me surprends à vouloir y rester plus longtemps. Donc, écoute, ça sera un plaisir en tout cas d'échanger avec toi prochainement. Et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi parce que c'est hyper intéressant et je suis contente d'en avoir parlé. Tu vois, pareil, c'est le petit coup de pied aux fesses qui fait du bien aussi, quoi. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à toi.